Bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui la thématique de la politique avec comme question principale, entre la sécurité de tous et la liberté de chacun, le politique doit-il choisir? Cela va nous permettre d'aborder les deux notions que sont la société et l'État, mais aussi en filigrane la notion de droit qui fait l'objet d'un DM avec un document complémentaire à me rendre pour si je ne m'abuse, 17 avril 2020. Alors, pour commencer à réfléchir à cette question, nous allons partir d'exemples. Alors, exemples qui vont nous permettre d'interroger que se passe-t-il si on accorde une préférence à la sécurité de tous sur la liberté individuelle, et que se passe-t-il si on accorde un primat à la liberté individuelle sur la sécurité de tous. Alors, concernant le primat accordé à la sécurité de tous, je reviens à la diapositive précédente, avec l'exemple ici du Covid-19. Alors le Covid-19, pourquoi cet exemple? Tout simplement parce que nous sommes en plein dedans, nous sommes tous confinés à domicile. On voit bien que notre liberté individuelle est limitée au profit de la sécurité de tous. Autre exemple possible, les caméras de surveillance. Nous voyons bien que notre sphère privée est limitée au profit de la sécurité de tous. Second cas de figure, la question de la liberté individuelle. On peut penser à l'affaire Wikileaks. Vous voyez une photo ici d'Assange parce que des gens réclament sa libération. L'affaire Wikileaks, donc, c'est donc ce site Wikileaks qui délivrait 291 documents communiqués par différentes ambassades des États-Unis d'Amérique. Et pour le coup, ces documents qui étaient classés top secret ont été diffusés ensuite dans la presse mondiale, Le Monde, El País, Der Spiegel, The Guardian, The New York Times, et ça posait la question de est-ce que finalement cette liberté d'un individu de transmettre des informations au nom de la transparence politique, thématique qu'on abordera plus tard, ne remet-elle pas en question la sécurité de tous, parce que dans ces documents, il y avait évidemment des informations extrêmement importantes concernant la sécurité. Donc ça pose cette question-là. Deuxième exemple sur la liberté individuelle qui peut avoir une conséquence ou des conséquences sur la sécurité de tous. On peut penser au port d'armes, qui est donc autorisé aux États-Unis, alors qu'en France, il faut un permis, c'est extrêmement compliqué. Je vous invite à regarder le film de Bowling for Columbine de Michael Moore, qui montre justement les conséquences que ça a, cette liberté individuelle dans certains États des États-Unis d'avoir droit, d'avoir accès au port d'armes et d'avoir accès à une arme. On voit bien que ça remet en cause la sécurité individuelle, mais aussi la sécurité de tous. Alors, ceci va nous amener à devoir définir les thèmes principaux du sujet, politique, sécurité, liberté, mais aussi l'idée que le sujet n'est pas simplement la liberté, la sécurité, la politique, mais la liberté individuelle et la liberté et la sécurité, pardon, de tous. Donc on va avoir une double perspective que vous voyez à la page 2 de votre poly, une perspective qui va être plus collective, une perspective qu'on va appeler holistique, et une perspective donc qui va être plus individualiste. Donc je vous rappelle les définitions de holisme. Ce sont les caractéristiques d'un être ou d'un ensemble d'êtres qui ne peuvent être connus que lorsque l'on considère et appréhende dans son ensemble, dans sa totalité, cet être. Et donc, on voit bien qu'un être est entièrement ou fortement déterminé dans cette perspective par le tout dont il fait partie. Ce qu'il faut retenir sur le holisme, c'est que le tout prime sur la partie. L'individualisme, en revanche, lui, ce qu'il faut retenir, c'est que l'individu prime sur la partie. C'est une conception politique, sociale et morale qui tend à privilégier les droits de l'individu, les intérêts de l'individu, la valeur de l'individu par rapport à ceux du groupe. Donc ça, c'était la première distinction à prendre en considération. La seconde définition très importante qui va animer toute notre réflexion, c'est la définition de politique. Alors ici, il faut voir qu'on peut penser la politique à la fois au féminin, la politique, mais aussi le politique. Alors la politique, étymologiquement, renvoie à la police, la cité grecque, et donc à la gestion des affaires de la communauté. Le politique, c'est celui qui va exercer cette autorité et gérer les affaires de la communauté. Deuxième définition, pour la sécurité, on va avoir deux pôles de définition. Première définition, c'est l'absence de risque concernant
l'intégrité de la personne aussi bien corporelle que morale, mais aussi l'absence de conflit entre individus ou entre pays. Ça, c'est la définition négative, et la définition positive, c'est un dispositif ayant pour finalité d'assurer en toutes circonstances la sauvegarde et la défense de la population vis-à-vis d'elle-même, parce que parfois la population se met en danger, mais aussi vis-à-vis d'autres populations, d'autres États, le cas des conflits internationaux, ce aussi bien dans les affaires publiques que dans les affaires privées. Dernière définition, celle qu'il faut absolument connaître, mais il faut toutes les connaître, la liberté. Alors nous conservons trois définitions de la liberté. La liberté licence, c'est le fait de faire ce qu'on veut quand on veut, sans aucune limite, sans aucune barrière. La liberté comme libre arbitre, cette capacité à faire des choix sans être influencé, sans être déterminé. Et la liberté autonomie, qui est la capacité à se donner ses propres règles, ses propres lois, mais aussi à accepter les règles venant de l'extérieur comme venant de soi. Alors cela nous amène à la problématique, qui est certes un peu longue, mais que vous allez tout de suite comprendre. Dans quelle mesure l'alternative sécurité de tous, liberté individuelle place-t-elle le politique dans un nœud gordien? Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Dès lors qu'accorder un primat à la liberté individuelle risque de compromettre la sécurité de tous, et qu'accorder sa préférence à la sécurité de tous a pour conséquence la mise à mal de la liberté individuelle, voire de la sécurité. Alors un nœud gordien, c'est ce que vous avez sur l'image. C'est un nœud qu'il est très difficile, voire qui semble impossible de défaire. Donc quel est le nœud gordien, le problème qui semble finalement insolvable? Le premier, c'est que si j'accorde un primat à la liberté individuelle, alors je remets en cause la sécurité de tous. On l'a vu avec l'exemple du port d'armes, par exemple, mais qu'accorder sa préférence à la sécurité de tous, parfois, peut mener à la remise en cause de la liberté individuelle. On l'a vu avec le Covid-19, on l'a vu avec les caméras de surveillance, etc. Alors, pour comprendre tout cela, on va montrer que cette thématique est extrêmement importante parce qu'elle nous amène à nous poser la question de la politique avant tout. Et cet enjeu politique, il est interrogé par Aristote dans les Politiques, dans le texte que je vous ai d'ailleurs donné, dans le grand D, l'homme animal politique par excellence. Et donc ce texte que vous avez face à vous, que je vous laisse le temps de lire, et donc n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour avoir le temps de le lire si vous ne l'avez pas déjà parcouru auparavant. Mais globalement, que faut-il retenir de ce texte? Que l'homme est un animal politique, c'est-à-dire qu'il a une dimension biologique animale, mais que ce serait dans sa nature que d'être un être politique, c'est-à-dire que de vivre en communauté avec des intérêts communs. L'homme se distingue des autres animaux par le langage et plus précisément par la parole qui se distingue de la voix. La parole, c'est cette construction organisée pour le coup de manière orale et non écrite, alors que la voix, ce serait des cris répondant à l'instinct. L'homme se distingue des autres animaux donc par sa dimension linguistique, mais aussi par sa dimension morale. En effet, l'homme percevrait le bien et le mal, les valeurs du juste et de l'injuste, à la différence des animaux selon Aristote. Et donc, l'homme, selon Aristote, qui ne serait pas politique, ne serait pas véritablement un homme. Il serait soit un animal, c'est-à-dire un homme qui serait dépourvu de capacités politiques et linguistiques, ou alors il serait un dieu, mais en tout cas il perdrait en humanité. Et donc vivre en communauté, vivre de manière politique, ferait de nous des hommes, il y aurait une humanisation par la vie politique. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez du mythe de Prométhée qu'on avait vu dans le texte du Protagoras de Platon, dans ce mythe, certes la technique humanise l'homme, mais qu'est-ce qui va lui permettre de rester homme et de ne pas finalement s'anéantir? C'est les qualités apportées par Hermès et ses qualités à la demande de Zeus, et ces qualités sont des qualités finalement morales et politiques. Tout ça pour montrer qu'il y a véritablement un enjeu essentiel dans ce cours, car la question qui va se poser c'est est-ce que ce n'est pas en vivant en société que l'homme véritablement devient homme? Nous allons aborder donc notre première partie qui va être très courte, dans la mesure où elle a pour globalement objectif de définir, de donner une première définition de société et État,
Ce qui est intéressant sur les images qui sont là, c'est que d'un côté, nous avons une image qui illustre l'importance et le pouvoir de l'État, et seconde image, qui renvoie à un ouvrage de Pierre Clastre dont on parlera dans la troisième partie, cette idée de société contre l'État. On va montrer qu'à la fois ces deux instances sont très liées et en même temps qu'elles peuvent très bien exister indépendamment de l'autre, en tout cas que la société peut exister indépendamment de l'État. Donc ce que je veux que vous reteniez, c'est la définition de société, c'est-à-dire une communauté de personnes ayant des intérêts communs, et deuxièmement, la définition de l'État, c'est-à-dire une institution politique souveraine qui organise la société au sein d'un territoire. Je vous renvoie au police si vous voulez plus de précisions sur l'origine historique de l'État. Et je vous propose comme lecture complémentaire dans le polycopier deux textes. Alors pour ceux qui vont faire du droit, Hegel, Principe de la philosophie du droit, à mon avis extrêmement compliqué en terminale, mais plus tard pourquoi pas. Et en revanche, que je vous conseille à tous, et particulièrement à ceux qui prépareraient l'IEP ou Sciences Po Paris, ce serait l'introduction de Jean-Fabien Spitz, John Locke et les fondements de la liberté moderne, parce qu'elle fait un point magnifique sur la philosophie politique et les théories contractualistes, dont je vous parlerai par la suite. Je vais m'arrêter là avant d'amorcer le deuxième point, qui sera l'objet de notre seconde vidéo.